Alors, est-ce que là, vous entendez tous? Est-ce que vous nous entendez? Alors, on me dit que j'ai bien coché. Je ne sais pas si c'est bon. Bonjour. C'est bon pour tout le monde. Je ne sais pas. Alors, c'est bon, ça fonctionne. Je vais du coup te relaisser la main, relaisser la parole. Et je vais couper mon micro. Je coupe mon micro. Et on continue. Ok. Tu veux que je reprenne un petit peu avant? Oui. On va repartir quelques slides avant. Ouais, quelques slides. Exactement où est-ce que ça se fait. On va repartir sur les composites et par contre les généralités IPC. Sur le développement du produit, par ici? Voilà. Ok, ça marche. Là, après avoir le synoptique que vous avez vu en slide sur le développement, qu'il soit produit, process, l'accompagnement, etc. Donc vraiment là, on s'appuie sur toutes les compétences, si on en a besoin, d'IPC au-delà que de la cellule composite. On va s'appuyer sur le numérique, les matériaux, les différents laboratoires qu'on peut avoir, les différentes plateformes aussi en fonction des différents moyens qu'on peut retrouver sur les différents sites. Sur la fabrication additive, sur le service aussi recherche, juridique, qualité, etc. Et veille aussi, qui peuvent vous accompagner vraiment sur des recherches spécifiques, qu'elles soient produits ou process. Voilà. Je vais changer de slide. Donc là, c'est vraiment le synoptique général, on va dire, mais qui est un peu propre à toutes les entreprises. C'est on part de l'avant-projet jusqu'au transfert industriel. On va aller du cahier des charges initial et ensuite on va partir sur de la conception. On va pouvoir vous accompagner aussi sur la simulation, vraiment la conception et simulation produit, qu'elle soit produit et process d'ailleurs. Ensuite, la validation de ces produits par du prototypage. Le prototypage peut se faire par outillage, mais pas que par fabrication additive ou autre. On va pouvoir aussi vous accompagner sur la réalisation de vos moyens. Vos moyens, ça peut être pas forcément que de l'outillage, ça peut être aussi de la machine ESP, ça peut être différentes choses par rapport à votre projet. Et ensuite, vous accompagner sur la mise au point de votre produit, la mise au point de votre process et les pré-industrialisations. Ensuite, on peut aller jusqu'au transfert industriel, qui soit chez vous ou chez vos sous-traitants et pour le lancement du produit en vie série. Donc notre démarche, elle est assez simple, hein. C'est déjà de prendre vraiment votre besoin par rapport à votre projet, prendre bien tous les contours. Ça, c'est très très important via un cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment l'initial de n'importe quel projet, qui soit en milieu ou en amont de ce synoptique que je vous ai montré avant. On partira toujours d'une base de votre prise de besoin. Donc là, on peut vous accompagner sur la sélection ou la validation des matériaux via nos bases de données ou autres. Ça peut être aussi en veille technologique, en veille matériaux. On va prendre ce besoin qu'on avait déjà au cahier des charges, qu'il soit matériaux, etc. Et on va l'adapter dans tout synoptique, on va l'adapter à votre produit, qu'il soit en plasturgie ou en composite. On va l'adapter et prendre vraiment toutes les règles de conception qu'on peut avoir, qu'elles soient du produit ou dans l'outillage, peu importe le process. On a nos experts qui sont là pour vous accompagner. Donc tu changes de slide.
Donc là, ce que je disais un petit peu avant, alors ça c'est un slide sur la simulation, mais je vais laisser Monsieur Devailly vous expliquer vraiment en détail la simulation des composites. La simulation des composites, ce sera bien sûr sur les produits et aussi sur les procédés, les différents procédés qu'on peut maîtriser en simulation. Donc là, nous, pour les validations, on est vraiment sur la préparation au lancement des moyens. Alors, quand on entend moyen, hein, je reviens toujours, ce n'est pas forcément qu'un outillage. Ça peut être du prototype, ça peut être de la machine spé, ça peut être ce que vous voulez. La validation de process, on va vraiment être sur les validations de nos phases d'études, pour pas jusqu'au bilan économique. Hein. Donc, les prototypes, la validation des prototypes, soit unitaire ou micro-série, la recherche de partenaires. Et quand on entend partenaires, ça peut être vos futurs sous-traitants pour la production de produits, vos sous-traitants pour différents outillages, si vous voulez enrichir votre panel ou vous n'avez pas de fournisseur à votre panel, avec des synthèses économiques. Donc, on peut aller faire les démarches de recherche et monter aussi des études technico-économiques, hein, qu'elles soient du produit, du process, via les différents partenaires et fournisseurs qui existent un peu partout. Donc sur le développement de vos différents moyens, évidemment qu'on passera par un cahier des charges, on construit et on porte ce cahier des charges, que ce soit à vos fournisseurs, mais avec vous. On va sélectionner vos fournisseurs avec votre accord ou alors directement vous les sélectionnez via des synthèses technico-économiques. Ensuite, on va s'occuper des validations et du lancement des études d'outillage. On va ensuite faire le suivi de réalisation des outillages, des différents matériels. Quand je parle de matériel, ça peut être les différents moyens qu'il peut y avoir à côté. Aussi l'approvisionnement des entrants, qui soient matière, fourniture autour de votre projet. Et enfin, l'organisation des essais de validation peuvent se faire que ce soit chez vous ou chez nous via nos différentes plateformes. Voilà. Nous avons les moyens en fait de réception, donc on vous valide, hein, vous n'êtes pas obligé d'être expert dans la validation d'outillage, nous pouvons le faire à votre place. Nous validons donc les outillages à leur arrivée, qu'elles soient chez l'outilleur ou directement sur notre plateforme, via directement des PV de réception outillage, via certaines métrologies si besoin. On s'occupe des retouches et des mises au point via les fournisseurs. Et enfin, on vous adresse évidemment un livrable de validation. Donc là, on va directement parler, c'est assez générique, c'est vraiment l'ensemble des process composites qu'on arrive à traiter et à être expert chez IPC. On va être sur l'estampage sur moulage. L'estampage sur moulage, pour information, c'est le seul process qui n'est pas réalisé à Laval. Il est principalement réalisé sur le site de Yona via les presses d'injection qu'on a sur site. Ensuite, on va avoir du thermo-estampage, les pré-imprégnés, le RTM. On a toute une ligne de pultrusion TP directement sur le site de Laval, la thermocompression, le SMC, l'infusion et le moulage au contact. Petit focus donc sur nos moyens. Alors c'est vraiment les grands moyens, c'est les grandes lignes de ce qu'on a sur la plateforme de Laval. Donc nous, ce qui nous caractérise un petit peu, c'est notre presse 1000 tonnes avec son fourrière, avec les différents thermos, température, à huile. Ensuite, une presse 300 tonnes qui est plutôt dédiée, elle, au RTM, mais pas que. On pourra aussi faire différents process. Une presse 50 tonnes grand plateau, qui est pour information un moyen qui est censé disparaître à court terme. Et enfin, une presse 50 tonnes labo avec plateau chauffant, avec fourrière et transfert auto, qui est plutôt dédié vraiment pour aller chercher de la caractérisation ou vérifier de petits essais, enfin des petits process, mais vraiment en mode laboratoire. Ces dimensions de plateau 500 par 500. On dispose de 3 machines d'injection à engrenage, donc
une des polyester, une RTM époxy et une époxy, mais à petit débit, qui a à peine 2 ans, qui vient d'arriver chez nous. Enfin, je parlais en fait des fours. Donc sur la Milton, on a un four dédié. Hier, on a aussi un four mobile déplaçable sur notre îlot de 50 tonnes et 300 tonnes. Et enfin, on dispose aussi d'une très grande écuve 24 mètres cubes. Voilà, on peut monter jusqu'à 350 degrés. Et évidemment, chaque prestation qu'on réalise sur l'aval sont des îlots fermés, ce sont des essais, et tout essai, tout est privatif et privatisé. Donc voilà, ça c'est un point important à signaler. Je voulais juste évoquer donc sur les différents moyens qu'on avait. Alors c'est un projet qui est en cours de montage et de finalisation en attente de validation des budgets, mais pour être assez large, on a le projet Tech 2 qui est un projet qui est en cours de montage avec les Pays de la Loire et IPC, qui est un projet composite recyclage vraiment dédié pour aller valider via des lignes pilotes et semi-industrielles sur les différents procédés sur le traitement des déchets composites. On va aussi regarder sur la régénération et la formulation. On va voir pour le couponage les transformations avec les différents moyens de la plateforme. On se conserve quand même à l'idée et au cahier des charges de ce projet que les entrants, c'est du 1500 par 1500 en termes de déchets pièces, produits fin de vie. On n'a pas vocation à faire rentrer une pale d'éolienne sur la plateforme, c'est plutôt un morceau au moins de 1500 d'une pale d'éolienne, ça c'est un exemple. Et on va s'équiper en fait de différents moyens. C'est vraiment un projet de moyens pour le recyclage, donc la découche d'eau, le déchiquetage, le broyage, la granulation. Différents moyens de tri qui peuvent être optiques, par flottaison, etc. Le choix n'est pas du tout arrêté, c'est un projet qui est maintenant en cours. Voilà, on peut continuer sur le slide d'après. On va s'équiper donc d'une nouvelle presse Milton avec un transfert aéro pour l'estampage, mais potentiellement pas que. On essaye de regarder si le LFT peut être intégrable sur ce moyen. C'est une presse qui sera équipée de plateaux chauffants, donc de 1600 par 1600, un fourrière 450 degrés, etc. Donc les contre-parallélismes, etc., traceur laser, etc. On va se rééquiper en enroulement filamentaire, moyen 4 axes, parce qu'actuellement nous avons un moyen d'enroulement filamentaire TD, mais principalement utilisé pour faire des pièces de petite dimension, maximum 1500, et aussi principalement pour aller chercher à faire de la plaque pour de la caractérisation d'enroulement filamentaire labo. On va s'équiper aussi de scan 3D. Et enfin, une chose importante, c'est qu'on va rééquiper l'aval de moyens laboratoires pour l'analyse et le contrôle afin d'identifier les matières et le réemploi de ces matériaux et afin surtout de les analyser dans tout le cycle d'arrivée, de broyage, de déchiquetage, de séparation, de tri à chaque étape du cycle, de pouvoir aller vérifier, contrôler, analyser les différents matériaux traités, entrants, à recycler ou à réemployer. Voilà, donc moi je vais rester pour la partie un petit peu l'aval et surtout prestation. Les contacts privilégiés dans cette présentation seront M. Brancaz, M. Muller et M. Messin, voilà, qui font partie du service SRC. Voilà, merci à vous. Je laisse la main à M. Devailly sur la partie simulation. Bonjour à tous, merci François. Donc effectivement, l'idée c'est d'apporter justement au développement des produits composites toute la partie simulation numérique qu'on développe nous à IPC, et notamment du fait que les matériaux composites sont des matériaux qui sont fortement anisotropes et leurs propriétés sont induites par les matériaux qui les composent, mais également par les process qui vont les réaliser. On peut avoir différentes typologies comme des composites à charge, des composites à fibre discontinue dans lesquels on peut retrouver le domaine de la plasturgie, mais pas que. Et on a les composites à fibre continue et après on peut avoir des domaines hybrides entre tous ces systèmes.
Donc, ce qui est vraiment important, la base, c'est qu'en fait, notre système va se baser sur un développement d'un produit composite, et notamment à travers un triptyque qui est le matériau, le process et le produit. Alors, donc normalement, voilà ce qui se passe. On a donc effectivement on a la partie matériaux, la partie process, partie produit. Tous ces domaines s'interfacent et on va pour chacune des données, on va en fait effectivement réaliser différents types de modélisation. Donc notamment sur la partie matériaux, je vais y revenir via de l'homogénéisation multi-échelle. On va également aussi simuler la plupart des procédés dans le domaine composite pour intégrer une partie qui induit des propriétés différenciées dans le produit. Et on va également avoir toute la partie simulation produit qui va partir classiquement des simulations structurelles jusqu'aux simulations multiphysiques avec de l'optimisation paramétrique. Donc en premier lieu, généralement, dans les systèmes, on nous demande en première phase de faire ce qu'on appelle en avant-phase projet, on propose généralement des phases d'optimisation, de l'optimisation dite topologique ou de l'optimisation composite. La première phase d'optimisation topologique, comme beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est de savoir placer la matière là où elle doit être mise et enlever la matière là où elle ne doit pas être mise. Donc en fait, on est sur une optimisation en critères énergétiques. On va essayer de maximiser la contrainte tout en réduisant la masse. L'idée, effectivement, c'est qu'on va obtenir par ces différents procédés une forme à réaliser. Donc la forme issue d'optimisation topologique peut être directement interprétable par des procédés comme la fabrication additive 3D, mais sinon pour la plupart des procédés, on va passer par une phase de reconception de la pièce pour s'associer au chemin d'effort trouvé par l'optimisation topologique. La deuxième optimisation qui peut être jouée en suivi ou en parallèle, c'est-à-dire ou indépendamment en fait de cette optimisation topologique, est une optimisation plutôt composite. Alors qui passe d'abord par une phase d'optimisation dite topographique, on va voir la conformation de la surface. Ensuite, on va voir quel type de renfort il faut placer, c'est-à-dire on va mettre à la base toutes les directions possibles et on va éliminer les orientations qui ne nous servent pas. Et en fait, on va voir après l'optimisation du stacking, c'est-à-dire on va voir quelle est la meilleure représentation avec les plis et leur orientation successives qui vont permettre d'avoir le meilleur comportement du produit. Donc généralement, toutes ces deux optimisations sont toujours liées en avant-projet. Une fois que le projet commence, on va commencer donc par s'intéresser par la partie matériaux. Donc comme vous le savez, la plupart du temps, on a des cartes matières qui sont nécessaires pour alimenter à la fois les simulations procédés et les simulations multiphysiques. Et en fait, associé à ces cartes matières, on a toute la partie matériaux. Alors généralement, soit vous obtenez ces données matériaux de votre fournisseur, soit il faut effectivement aller les identifier et on s'aide aussi de la partie numérique, notamment via l'homogénéisation multi-échelle. Alors l'homogénéisation multi-échelle, pourquoi on l'utilise? Tout simplement parce qu'on peut être associé à utiliser des structures qui sont de l'ordre du nanomètre jusqu'à des structures qui vont aller au mètre. Si on faisait de la simulation numérique directe entre les deux, on ne serait pas compatible sur des temps de développement industriel. Il faudrait des méga clusters et avec des temps de développement qui sont encore relativement longs aujourd'hui sur les simulations numériques directes. Donc en fait, on va utiliser pour ça l'homogénéisation multi-échelle qui consiste en fait à se placer à une échelle, donc notamment par exemple l'échelle nano, à trouver, donc on a différentes phases, on va homogénéiser les deux ou le multiphasique afin d'obtenir des propriétés mécaniques qu'on va réintroduire sur l'échelle suivante, l'échelle supérieure, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer rapidement des données qui vont nous permettre de tenir compte des microstructures jusque dans la structure macroscopique. Donc ces données-là, en fait, on peut faire soit ce qu'on appelle de l'homogénéisation multi-échelle directe. On va à partir des phases primaires aller identifier la réponse élastique ou élastoplastique avec rupture ou pas des lois de comportement du matériau par orientation. Ou sinon, on peut la jouer également dans l'autre sens, en identification inverse, c'est-à-dire qu'on connaît les résultats des propriétés matériaux, on veut identifier une sous-phase, donc on va aller jouer dans le sens contraire. Donc effectivement, alors je suis désolé, ça bug un petit peu, voilà. Voilà, donc on va pouvoir jouer cette partie-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui joue avec la souris, donc je ne sais pas qui. Voilà. Donc effectivement, on va dans ce cadre du RTM, on va avoir la partie
par exemple, qui va être sur des tissés, on va pouvoir jouer ce qu'on appelle une homogénéisation double phase. La première phase d'homogénéiser va être sur la partie tauron, et puis après, on va aller carrément représenter le VER et obtenir la matrice de rigidité anisotrope du système, et on pourra associer à côté de ça de la rupture en macro. Quand on va faire ça, une fois qu'on a fait ça, la deuxième partie, effectivement, c'est de jouer sur la simulation dite procédé. Alors, si j'arrive à déclencher, voilà. Donc, sur la simulation des procédés, on va vraiment trouver différents procédés qu'on va simuler avec différents types de codes. Donc, la première des choses, ça va être, par exemple, la simulation des procédés de mise en forme des renforts. Donc, c'est en fait par typologie. On présente ces procédés par typologie de code et de physique développée. Donc, on va voir tout ce qui est de la notion de préformage de renfort sec ou de préformage de renfort dit imprégné, qui soit thermodur ou thermoplastique. Donc là, on peut directement voir aussi le thermoestampage ou les pré-TD. Donc l'idée, c'est effectivement de voir comment nos renforts, qui vont être représentés par du multicouche, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs plis de renforts qu'on va nous-mêmes modéliser, voir comment ils vont se mettre en place, comment vont se établir les angles de cisaillement, comment vont s'orienter les fibres, est-ce qu'on va avoir des problèmes de repliement de fibres, est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait découper, obtenir des patrons net shape, ou tout du moins quasi net shape, pour être vraiment plus proche de la pièce et éviter les chutes. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie. À gauche, par exemple, donc à gauche, vous avez notre pièce école démonstrateur Copa for Copa, qui est fait donc notamment associé pour du RTM, mais on peut après le dériver sur plusieurs autres procédés. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment le renfort va se déformer quand on le met en œuvre dans notre moule de préformage. À droite, vous avez la partie donc simulation d'une pièce école chez nous qui est un drone. Donc là, c'est vraiment de la simulation de thermoestampage. Donc pour rappel, c'est un organochite qu'on chauffe en four infrarouge, qu'on vient sortir, qui est maintenu par des pinces, et ensuite on vient le mettre en forme. Donc c'est vraiment du thermoestampage classique. Associé à ces domaines-là, de tout ce qui est de la mise en forme, on va aussi avoir les procédés d'imprégnation, tels que l'infusion, le RTM ou le CRTM, ancienne ou nouvelle génération, ça dépend à peu près des concepts que l'on utilise. Donc dans la partie imprégnation, que ce soit pour l'infusion, le RTM ou le CRTM, l'idée c'est effectivement de modéliser comment va se répartir les flux de résine. Donc là, on est plutôt sur des procédés dits thermodurs. On peut après dériver sur le thermoplastique, mais en prenant des précautions et en limitant, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties qu'on ne pourra pas représenter encore actuellement pour la partie thermoplastique. Par contre, pour la partie thermodure, on a vraiment toute la partie prise en compte de l'évolution de la viscosité de la résine en fonction de la température et du degré de cuisson, ainsi que le degré de cuisson qui s'établit même au niveau de l'imprégnation, pendant la phase d'imprégnation. Donc l'idée sur ces simulations-là, c'est de voir où placer les têtes d'injection, têtes de vide, combien de têtes d'injection je vais pouvoir avoir besoin, si je suis en CRTM, comment je dois fermer ma pièce, est-ce que je vais avoir, comment déclarer mes zones techniques pour l'infusion ou pour le RTM, ou savoir mettre les freins pour éviter des incomplets. Voilà, donc il y a vraiment tout cet ensemble de choses-là. Et associé à ça, on va effectivement après avoir la partie cuisson, où on va modéliser la cuisson de cette pièce. Donc on va voir comment la pièce cuit. Est-ce qu'on a une cuisson dite homogène, ou on va avoir certains points qui vont cuire avant, ce qui amènera après des problématiques potentielles de distorsion résiduelle. Donc voilà. Donc l'idée sur ces procédés-là, c'est qu'on est capable en fait de partir vraiment de la préchauffe de l'outillage, simuler la phase d'imprégnation jusqu'à la phase cuisson. Donc là, c'est sur un exemple RTM. On peut après dériver exactement ça pour de l'infusion, pour du RTM light ou pour du CRTM de la même manière, avec à chaque fois ces étapes ou une partie des étapes qu'on va prendre. Le tout étant effectivement couplé à ce qu'on a vu avant sur la mise en forme des matériaux, notamment des renforts. Ensuite, on va voir tout ce qui est simulation des procédés de remplissage par compression. Donc, on a dedans les procédés type SMC, BMC, et on peut aussi mettre le TRE, qui est le pendant thermoplastique de ces procédés-là. Donc, l'idée, là, c'est vraiment, on utilise donc un outil, donc là, dans ce cas, on utilise notre outil Moldex 3D, où on va effectivement simuler la cavité moulante. On va aussi simuler ce qu'on appelle, nous, la chambre de compression. Donc, c'est vraiment la partie où on va placer l'ensemble du pain matière, et on peut vraiment discrétiser ce pain matière vraiment à volonté. C'est-à-dire que si vous veniez avec des éléments SMC unidirectionnels et un empilement de plusieurs couches,
dans des directions spécifiques, on pourrait tout à fait le prendre en compte dans la modélisation. Donc l'idée de cette modélisation, ça va être de voir comment se répartit le flux matière, comment il remplit la pièce, est-ce qu'on peut avoir des difficultés, et également la chose importante, c'est de voir comment vont s'orienter les fibres, notamment sur les procédés BMC, SMC ou TRE, où les fibres sont au plus long au minimum de 10 mm, mais voire plus. Pour les procédés de SMC, on peut être sur du 25 mm classique ou des fois 50 mm. On peut aussi avoir des notions de concentration de fibres, parce qu'on a des endroits où on va concentrer un peu plus la fibre qu'à d'autres endroits. Tout ça, on peut en tenir compte. De la même manière, on va pouvoir jouer la partie cuisson. Donc, on va simuler effectivement le remplissage. On va voir après comment la pièce cuit. Et donc, on peut aussi tirer de ces simulations-là une notion de distorsion résiduelle. Alors, elle n'est pas... Il y a des phénomènes physiques qui ne sont pas forcément traduits, donc on a une approche de cette distorsion. On n'est pas forcément au plus près, mais on peut essayer vraiment de prendre en compte une majorité des phénomènes physiques pour essayer de s'approcher à ce que serait la distorsion de cette pièce après moulage. Une fois qu'on a fait sur ces procédés-là, alors j'essaie normalement de cliquer pour passer sur la slide suivante. Voilà, pardon, je suis allé un peu trop vite. On a tous les procédés dits classiques de l'injection et du surmoulage. Donc on va avoir les procédés classiques de remplissage de pièces fibro courtes, fibro longues. On a effectivement tout ce qui est de la notion de simulation dans cette notion-là de surmoulage, donc où on vient surmouler des inserts composites par exemple. On va aussi pouvoir maintenant simuler jusqu'à, pardon, ça a été encore un peu trop rapide, on peut même simuler maintenant sur ces procédés-là jusqu'au clapet du bus de la presse, c'est-à-dire on va modéliser l'avancée du clapet avec l'hypothèse de sans fuite pour vraiment tenir compte de toute cette perte de charge qu'on peut avoir dans la buse jusqu'à la pièce, la cavité, en tenant compte de toute la régulation thermique des outillages. Pareil, là, l'idée principale, c'est toute la partie procédé, simulation procédé. Est-ce que je remplis bien? Si j'ai une multi-empreinte, est-ce que j'équilibre bien mes empreintes? Est-ce que j'ai des défauts de remplissage, des défauts notamment de compactage, ce genre de choses? On peut, après, ce qui va être très important pour le produit, ça va être l'orientation de fibres qu'on va emmener dans les produits. Donc, une fois qu'on a fait ces simulations à la fois procédés, on a également les lois matériaux qui proviennent, on va pouvoir passer justement au couplage sur la simulation produit. Donc, sur cette simulation produit, en fait, on va vraiment faire du lien process-produit grâce à des outils d'homogénéisation multi-échelle. Alors, en fait, selon la conformation des simulations, parce qu'en fait, tous les outils de simulation procédés ne délivrent pas la même chose. Il y a certaines simulations où, en fait, on va pouvoir intégrer la plupart des résultats de la simulation procédé et les envoyer vers la simulation comportement produit, ce qui est le cas du thermostampage ou de la simulation de surmoulage. On peut avoir, dans le cadre de la simulation, des préformages avec normalement du PREG, TP ou TD, à faire une simulation de préformage et à envoyer ces données-là dans la simulation structurelle, ou alors passer également par la simulation d'infusion RTM-CRTM, où là, on va faire de l'homogénéisation et notamment, on va essayer d'envoyer tout ce qui est la notion de porosité pour les réponses. On a également tout ce qui est simulation, injection, surmoulage, SMC, BMC, où là, directement, l'enjeu principal, c'est d'envoyer l'orientation des fibres dans la pièce, où là, on fait directement un lien process-produit. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, on va pouvoir simuler, dans la simulation du produit, on va vraiment tenir compte au mieux de ce qu'on peut du process et également du matériau. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller simuler la partie produit. Donc, la partie produit classique des simulations structurelles dites statiques ou dynamiques, avec rupture. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, on a en haut à gauche une simulation de joncs pultrudés unidirectionnels qui ont été en plus surmoulés, qu'on vient amener en torsion. En haut à droite, c'est effectivement une pièce de support composite qui est amenée en flexion. On peut après, en bas à gauche et en bas à droite, c'est une pièce d'un projet qui s'appelait Stigpa, donc qui représentait un plancher de voiture à échelle réduite qui a été amené sur des essais de compression et de flexion pour représenter ici un choc poteau et là l'arrachement ceinture. Donc là, c'était des choses qu'on a également amenées en simulation. On va après avoir, comme je vous parlais, c'est pas que du statique, ça peut être de la simulation multiphysique. Donc là, on est par exemple dans le cadre d'un projet européen Oasis, où un des démo cases tournait autour de la simulation et
électrothermique, où là, l'idée, effectivement, dans un capot composite qui était thermo-estampé, on est venu, grâce à un partenaire, placer des qui produisent en fait des nanovoiles de nanotubes de carbone, placés sur ces endroits-là. Je suis désolé, les simulations, le PC qui fait tourner la présentation a un petit peu de mal. L'idée, effectivement, c'était de modéliser cet effet Joule. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les capots des véhicules haut de gamme, vous avez maintenant des airbags qui sont sous ces capots-là. Et par grand froid, il est possible que lorsque l'airbag vienne percer le capot, il se déchire et donc il ne va pas remplir son rôle. Donc l'idée, c'était de venir réchauffer ces zones-là sur la batterie de la voiture quand vous roulez. Et donc, ce qu'on montrait, c'est qu'effectivement, on peut présenter, vous voyez, comme dans le cas de ces simulations-là, on peut présenter la chauffe avec différents types de conformations. Et là, ce qu'on voit en bas à gauche, c'est qu'effectivement, en plaçant que des bandes très fines, on peut avoir des hotspots qui vont être dommageables pour la matrice de l'organoshite qui compose le capot. Donc, on va plutôt retenir les propriétés en haut pour venir chauffer la zone qui nous intéresse. On peut aussi faire de l'électro-thermoméca, avoir toutes ces simulations-là couplées ensemble en couplage fort pour vraiment tenir en compte en plus de la dilatation thermique. Ensuite, on a des simulations du type sloshing, interaction fluide-structure que l'on peut réaliser. Donc là, typiquement, on est dans le cadre d'un produit agricole qui a emmené du fluide dans les champs. Et la société qui avait développé ces tonnes-là était venue nous voir parce qu'effectivement, la première tonne qui avait été créée, qu'ils avaient réalisée, avait un petit problème d'endommagement sur leur prototype. Donc, on a montré, grâce à cette interaction fluide-structure, où venait se poser le problème. Et après, ils ont proposé un autre design avec des parois par flux, et on a montré, grâce à la simulation, que ça allait dans le bon sens et que ça allait sauvegarder le produit. Donc là, on est vraiment sur de l'interaction type fluide-structure avec du ballottement de fluide, du sloshing. Donc, on peut après mettre dans ce qui peut se passer sur les réservoirs, classiquement dans les réservoirs ou autres. C'est des choses qu'on peut tout à fait voir. Associé à ça, des modélisations du type SPH ou particules virtuelles ou du DMP, donc c'est-à-dire plutôt de la simulation granulaire, c'est des choses qu'on est capable aussi de mener. Après, on va voir toute la notion de chauffe, notamment de chauffe d'outillage, qui est vraiment importante, qu'on va réaliser. Et donc, sur cette partie de chauffe d'outillage, on a un petit focus parce qu'on a développé des outils internes propres qui vous permettent en fait de voir très rapidement quelle est la thermique associée aux outillages à votre pièce, quels sont les temps process majeurs que vous allez pouvoir avoir, comment aussi brancher vos circuits de régulation pour qu'ils soient au mieux fonctionnels. Et on a un outil qui a été développé au sein d'IPC qui s'appelle la solution MCool, en fait, où l'idée, ça va vraiment être de savoir au mieux optimiser le placement de vos canaux. Donc, c'est généralement fait pour faire du conformal cooling ou du conformal heating, mais on peut aussi associer dans le cadre du développement d'autres types de développement de régulation, où vraiment l'idée, c'est de capturer et d'optimiser le placement de cette chauffe et de ce refroidissement. Associé à ça, on a un procédé qu'on appelle e-Techmol, où l'idée, c'est de venir, en fait, grâce à la simulation MCool, définir où sont à positionner les canaux. On va venir ensuite en fabrication additive sable, déclarer ces canaux, et après par fonderie, on va faire le négatif. Donc on va avoir le moule avec ces canaux qui auront été faits par fabrication additive sable, donc en fait qui permettront d'avoir après une conformation au mieux de la pièce, de la typologie de la pièce pour avoir un meilleur échange optimal. Donc, on a vraiment toute cette partie-là d'optimisation qui peut être aussi à votre service pour ces données-là. Et j'en finis là pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup et je vais passer la main à Damien, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, François. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais aborder ce chapitre qui va plus concerner l'accompagnement que propose IPC autour des composites, notamment en lien avec les réglementations en cours sur l'éco-conception et les potentielles évaluations environnementales liées aux produits composites. Alors, l'un des premiers outils qui est plutôt orienté évaluation environnementale, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc, c'est une démarche qui est normalisée et qui s'attarde en fait sur l'évaluation des impacts environnementaux
d'un produit ou d'un service sur tout son cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Donc, c'est un outil d'éco-conception qui permet, soit de conception ou de reconception, qui permet, au travers de certaines modélisations, donc tout au long du cycle de vie, d'évaluer dans quelle mesure, sur tout le cycle de vie du produit, quel est l'élément qui est le plus contributeur. Donc, on peut identifier le transport, les matières premières, la fabrication, et cela permet du coup, outre l'identification de ces gros contributeurs, de pouvoir par exemple comparer deux solutions. Alors soit deux solutions qui pourraient être intimement proches, c'est-à-dire qu'on peut comparer à même matrice un produit en fibre de verre ou en fibre de lin ou un mix des deux fibres. On peut comparer pour un seul couple matériaux deux procédés différents, ou même on peut comparer pour un seul produit un mode de distribution qui pourrait varier. Et on peut, dans ce cas aussi de l'ACV, évaluer, prendre en considération différents scénarios de fin de vie, qui est aujourd'hui une grande question dans l'industrie de manière générale, et donc par la modélisation notamment du recyclage, de l'incinération ou de l'enfouissement des produits. Hop. Alors, Alex, ah, c'est bon, je m'en sors. Alors, les accompagnements d'IPC en ce qui concerne l'ACV, nous proposons en fait deux approches. Une première, qui est donc la première colonne du tableau, c'est l'outil d'ACV simplifié, donc C3R Impact. Alors, cet outil d'ACV simplifié, dans la définition, simplifié ne signifie pas simpliste. C'est-à-dire que l'outil est suffisamment robuste en termes de mode de calcul des impacts pour permettre à une entreprise en autonomie de modéliser une ACV déjà, et ensuite, au regard des résultats, de pouvoir faire des choix d'éco-conception. L'avantage, c'est que L'avantage, c'est que en fait, le nombre d'ACV est assez illimité. L'utilisation est totalement autonome puisque l'outil, moyennant une petite formation, est assez didactique, et au regard des coûts que peut représenter une ACV classique faite par un bureau d'études, les coûts d'utilisation de C3R à l'année est globalement très limité. La seule limite qu'on peut mettre à ça, c'est qu'il faut se satisfaire de données qui sont génériques, puisque avec l'outil, on met à disposition une base de données process et matière qui se veut être générique, c'est-à-dire qui n'est pas spécifique au processus d'une entreprise, et les résultats d'ACV qui permettent de faire des choix en interne doivent rester en interne et ne peuvent pas servir d'outil de communication à l'extérieur pour générer quelconque business. En parallèle de ça, l'autre proposition qu'on peut faire, c'est si les évaluations d'ACV en autonomie avec tous les avantages, mais aussi toutes les limites que ça représente, n'est pas suffisant, on peut aussi réaliser par des ACVistes experts à IPC des ACV spécifiques composites avec là des études avec des données qui sont spécifiques. Donc, je reviendrai un peu plus tard dans la présentation sur ce qu'on appelle données spécifiques. Et dans ce cas-là, les résultats qui sont prodigués par ces études-là peuvent être soumises à revue critique, c'est-à-dire par un bureau d'études extérieur qui va vérifier la véracité des résultats, ou du moins leur robustesse, de telle sorte à ce que les résultats puissent là être utilisés comme outil de communication extérieur. Par contre, ces évaluations-là, ça prend un peu plus de temps, ça mobilise pas mal de monde, donc c'est des coûts qui sont plus importants, et on parle là de réaliser une ACV les unes après les autres. Que ce soit côté C3R ou côté études d'ACV spécifiques, nous avons la possibilité, pour être au plus près de la réalité terrain de l'entreprise qui pourrait être intéressée par ces services, de créer ce qu'on appelle des inventaires du cycle de vie, c'est-à-dire des données spécifiques liées à un procédé spécifique. Une entreprise qui ferait de la compression voie humide avec du surmoulage RTM dessus, c'est quelque chose qui est assez exotique. Peut-être que c'est un brevet propre à l'entreprise et on peut tout à fait créer la donnée spécifique pour que l'entreprise et seulement l'entreprise concernée puisse utiliser ces données, soit du côté C3R en autonomie, soit dans le cadre de données d'ACV experts. Alors, concernant C3R Impact, donc c'est un outil, comme je disais, simplifié qui permet de comparer différentes solutions. Donc, en premier lieu, la page de communication, quand vous générez les résultats de votre ACV, vous obtenez dans ce qu'on trouve sur la gauche. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le graphique radar, on a 3 couleurs différentes. Chaque couleur correspond à une solution d'un produit. Donc, on a comparé là, dans le cas présent,
3 composites pultrudés unidirectionnels en carbone, en lin et en verre. L'objectif étant que ces 3 produits-là doivent tenir 1,5 tonnes en traction. Donc ça, c'est l'unité fonctionnelle. Et pour répondre finalement à cette unité fonctionnelle, on est obligé de faire varier la section des profilés au regard des propriétés spécifiques à chaque fibre. Et en fait, au regard des quantités de matière qui sont engagées pour tenir ces 1500 kg en traction, on obtient du coup différents impacts environnementaux. Donc autour de la couronne, on a les 16 indicateurs environnementaux qui sont recommandés par la Commission européenne. Bien sûr, dans C3R, il est tout à fait possible de faire un filtre par rapport à ces indicateurs et de s'attarder uniquement aux indicateurs qui seraient prépondérants au regard des réglementations qui pourraient challenger l'entreprise de la filière de l'automobile, de l'aéronautique ou du bateau de plaisance, par exemple. Et alors, même si ce graphique radar est très instructif parce qu'il permet de comparer à l'échelle macro finalement les 3 solutions, on se rend compte d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution qui est miracle plus l'une que l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien aussi aller exporter les données dans Excel et puis sur chacun des indicateurs environnementaux et pour donc les 3 solutions, donc ça c'est les histogrammes qui est à gauche, on va retrouver donc 3 graphiques parce qu'il y a 3 produits qui sont comparés. Pour chaque graphique, on va retrouver un histogramme par indicateur environnementaux et dans chaque histogramme, on va trouver un code couleur du orange, du gris, du jaune, du bleu. Chaque couleur correspond à un des éléments qu'on a modélisés dans la CV, à savoir la fibre, l'approvisionnement de la fibre, la résine, l'approvisionnement de la résine, le procédé de transformation. Et là, notre travail en éco-conception, donc ça, l'entreprise avec ces 3 A peut le faire en autonomie, c'est identifier finalement là quelle est la couleur prédominante dans mon graphique et s'attarder du coup sur cette couleur prédominante. Est-ce que c'est l'approvisionnement de ma fibre qui finalement génère le plus d'impacts environnementaux? Si c'est ça, on va peut-être réfléchir du coup à revoir notre approvisionnement de manière plus locale. Si c'est le procédé, on va questionner le rendement du procédé. Est-ce que finalement, je n'ai pas trop de pertes matière? Est-ce que je n'ai pas une consommation d'énergie ou d'eau ou que sais-je trop excessive? Et du coup, voilà, ça va nous permettre de poser des bonnes questions. Enfin, dans le cas de construction, de nécessité en fait de construire des données qui soient spécifiques à un procédé ou un processus d'entreprise et ce de manière confidentielle et anonymisée, c'est tout à fait possible. Nous sommes équipés, donc il y a autour de la table, il y a Timothée Harvey qui est aussi qui œuvre beaucoup à IPC pour ce genre de démarche. On va par exemple prendre contact avec l'entreprise. L'entreprise va nous indiquer donc le périmètre un petit peu de la CV qui souhaite réaliser. On va définir ensemble le périmètre des données que nous allons devoir recueillir et ensuite on va aller se déplacer dans l'entreprise pour faire ce qu'on appelle les inventaires de flux, c'est-à-dire qu'on va évaluer tout ce qui rentre. Si c'est pour un procédé par exemple, on va évaluer tous les flux entrants au procédé, c'est-à-dire c'est de l'énergie, ça peut être de l'eau, ça peut être des gaz, c'est de la matière première. Et on va évaluer tout ce qui en sort, c'est-à-dire l'énergie consommée, l'eau consommée et potentiellement le rapport de la matière qui est rentrée par rapport à la manière efficiente dans le process et du coup, calculer tout simplement le taux de chute. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle l'inventaire du cycle de vie et c'est ce qui va nous permettre en phase 3 de générer une donnée robuste et spécifique au process. Et ces données-là sont tout à fait utilisables à la fois dans ces 3 R impact seulement par l'entreprise ou par nos experts ACVistes dans le cadre de données beaucoup plus spécifiques. J'ai terminé, Alexandra, merci à vous. Merci Damien. Alors merci à tous pour votre présence et merci à nos intervenants pour ce webinaire. Je vois qu'ils ont pour le moment. De toute façon, nous vous enverrons le replay de la présentation du webinaire à la suite. N'hésitez pas après coup à nous envoyer vos questions et nous y répondrons au cas par cas. Nous tenons quand même à nous excuser pour le bug du début du webinaire. Je ne sais pas trop quand ça a commencé, donc je ne sais pas à quel moment vous avez perdu le fil. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de la suite avec fluidité. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons mettre un terme à ce webinaire. Je ne sais pas si Timothée souhaite prendre la parole et ajouter des choses. Pas particulièrement, sauf s'il y a des questions spécifiques sur la construction des inventaires de cycle de vie ou les ACV. Si ce n'est pas le cas, Damien était complet dans sa présentation.
Ouais, je vois pas de questions. Donc, s'il y en a, ce sera a posteriori, je pense. Voilà. Eh bien, merci à tous et puis très bonne journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Bonne journée. Au revoir.